Un scrutin paisible pour le Mali, le département de la sécurité intérieure et la délégation générale aux élections sensibilisent sur la question. Ce matin, ils animaient une conférence à l'intention des militaires. L'administration s'installe progressivement à Kidal. Après le gouverneur et les préfets, c'est au tour des chefs de service, des sous-préfets et du conseil régional de frôler le sol de la 8e région ce mardi. Mission prioritaire, l'organisation de l'élection présidentielle. Depuis près d'une semaine, les Maliens observent le jeûne qui dit Ramadan, dit changement de régime alimentaire et plus de consommation des produits de première nécessité. Sur le marché, pas de hausse de prix considérable, mais les consommateurs trouvent néanmoins que les produits sont chers. Notre rédaction s'intéresse ce soir au sujet. Voilà donc pour les titres. Voilà, quelques soucis techniques, tout est rentré dans l'ordre. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim a quitté Bamako cet après-midi pour Abuja au Nigeria. Sur place, Djankouna Traoré participera au 43e sommet des chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO, un sommet qui va se pencher sur l'augmentation du nombre des commissaires de l'intégration économique qui va passer de 9 à 15. Il sera également question du processus électoral pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Djankouna Traoré a été accompagné à l'aéroport international Bamako-Sénou par le Premier ministre, les membres du gouvernement, entre autres personnalités. C'était donc cet après-midi aux environs de 13 h à l'aéroport international Bamako-Sénou au départ du président de la République par intérim pour Abuja au Nigeria où il participera au 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Voilà, donc on a Traoré qui a quitté Bamako cet après-midi. Série d'audiences au Conseil des collectivités du Mali. Le président de l'institution a reçu ce matin le Conseil national des ordres professionnels du Mali et le comité de suivi et de vulgarisation du code de bonne conduite des partis politiques et des candidats à l'élection présidentielle. Le reportage de Moussokora Konaté. Le Conseil national des ordres professionnels du Mali était venu échanger avec le président du Haut Conseil des collectivités territoriales sur les voies et moyens de reconstruction et de relance de l'économie malienne après les élections. Nous allons après les élections à une reconstruction. Et si vous me permettez, je vous dirais que le Haut Conseil des collectivités est incontournable et les ordres professionnels aussi sont aujourd'hui incontournables. Et nous devons travailler ensemble justement du sommet jusqu'à la base. Les conseils que nous venons de recevoir du président du Haut Conseil des collectivités territoriales nous permettront vraiment de baliser le chemin pour mieux participer au développement économique et social de notre pays. Sur les conseils du président au-delà de Bamako, rendre visite à l'ensemble des démembrements se trouvant sur le terrain, que ce soit au niveau régional et jusqu'à la base. Signalons que le Conseil national des ordres professionnels du Mali est composé de 13 ordres qui sont entre autres les ordres des BTP, les ordres de la santé, les ordres des finances et 3 ordres de la justice. Quant au comité de suivi et de vulgarisation du code de bonne conduite des partis politiques, il était venu présenter le document au président du Haut Conseil des collectivités territoriales du Mali et lui remettre des exemplaires. Le président nous a prodigué des conseils et il est très satisfait de la création de ce comité. Nous voulons vraiment aller aux élections sans problème, pendant, avant, après les élections, que tous les Maliens se donnent la main. Nous ouvrons la page élection de ce journal avec ses communiqués. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureau et assesseurs de la commune 4 du district de Bamako qu'une séance de formation sera organisée à leur intention demain mercredi 17 juillet à partir de 9 h au groupe scolaire Aminata Diop de Lafiabougou. Et puis le gouverneur du district de Bamako rappelle à l'attention des agents, chefs d'équipe et coordinateurs des centres de distribution du district de Bamako que les opérations de distribution des cartes NINA se poursuivent jusqu'à la veille des élections
c'est-à-dire le samedi 27 juillet à 18h. Par conséquent, le gouverneur du district les invite à plus d'assiduité, de patriotisme et d'engagement. Les élections sont souvent source de tensions, voire de violences meurtrières. Pour prévenir ce genre de situation au Mali, le département en charge de la sécurité intérieure et de la protection civile ont animé ce matin une conférence de presse. Une conférence plutôt qui s'adressait aux militaires et qui portait sur leur rôle dans la mise en œuvre du processus électoral. Je rappelle donc que c'était en collaboration avec la délégation générale aux élections. Bourama Traoré. L'élection présidentielle du 28 juillet doit être sécurisée au maximum. C'est du moins la conviction du département en charge de la sécurité intérieure, ce qui passe nécessairement par le respect des normes et règles en matière de sécurisation des élections. C'est à cet exercice que s'est longuement livré le délégué général aux élections. Le général Siaga Sangaré met notamment l'accent sur la neutralité et l'impartialité des forces de sécurité. Nous devons être neutres et traiter de façon égale tous les candidats. C'est vrai, les gens le disent, mais nous avons notre opinion. Nous avons notre opinion politique, nous avons aussi un choix. Mais ce n'est pas parce que vous avez un choix ou une opinion que vous devrez manifester, faire en sorte, utiliser la force pour assister, pour appuyer un des candidats. Sinon, vous faussez les règles du jeu. Et le principe sacro-saint de la démocratie, c'est l'égalité des chances pour tout le monde. Ensuite, il y a l'interdiction de tout acte de corruption et au besoin s'opposer à tout acte de corruption ou tentative de fraude, d'usurpation d'état civil et tout autre acte susceptible de compromettre l'authenticité des résultats. Les forces de sécurité se doivent donc d'observer et de respecter ces règles de bonne conduite. Il y va de la sincérité et de la fiabilité des futures élections au Mali. Le délégué général aux élections en est convaincu. Les forces de sécurité constituent l'une des chevilles ouvrières de tout processus électoral. Il s'agit de prendre les dispositions pour assurer la protection. D'abord, avant le scrutin, la protection du personnel, la protection du matériel et les infrastructures de l'administration électorale, mais également les sièges et les candidats des partis politiques, particulièrement pendant la période de la campagne électorale. Ça, c'est avant le scrutin. Et le jour du scrutin, il y a évidemment les lieux de vote, les lieux de dépouillement et leur environnement immédiat. Après cette mise au point, le délégué général aux élections s'est prêté aux questions de ses interlocuteurs. Pourquoi ne pas anticiper les votes des militaires lors de l'élection présidentielle à venir, s'interroger certains éléments des forces de sécurité. Pour effectivement ces élections, il n'y a pas de vote anticipé des militaires, des agents des forces de sécurité ou des paramilitaires. Mais il est prévu quand même que ceux qui seront désignés à des missions qui les obligent à quitter leur résidence où ils sont inscrits sur les listes électorales peuvent faire des procurations pour qu'on puisse voter à leur lieu et place. À moins de 2 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, les forces de sécurité sortent de cette rencontre bien requinquées selon le ministre de la Sécurité intérieure. Pour le général Tchefin Konaté, l'exercice a tout simplement été utile. Vraiment, votre conférence, ça nous a vraiment éclairé largement par rapport au processus électoral et par rapport donc, au rôle donc, des forces de sécurité donc, dans la mise en œuvre donc, du processus électoral. Cette conférence va nous aider à améliorer, n'est-ce pas, nos prestations. Par ailleurs, le ministre Konaté annonce l'élaboration d'un document par son département en vue de la sécurisation de l'élection de juillet. Un document qui sera mis en œuvre dès l'acquisition du financement. Après le gouverneur et les préfets, c'est au tour de certains chefs de service, des sous-préfets et du président du conseil régional de Kidal de s'installer en 8e région. Ces administrateurs sont arrivés aujourd'hui à bord d'un avion des Nations Unies. Dès leur arrivée, chacun a identifié ses priorités pour une bonne organisation de l'élection dans la région. Le reportage de Timoko Sagara. Kidal retrouve son visage d'antan. À ce jour, tous les 11 sous-préfets de la région ont regagné leur poste à Kidal. C'est là au bonheur de l'ensemble des administrés et surtout des 35 051 électeurs potentiels de la région. Administrateurs, chefs de service et élus locaux, tous ont la joie au cœur pour cette retrouvaille. Vraiment
c'est la joie. Parce qu'après tout ce qui s'est passé, on revient aujourd'hui à Kidal pour commencer à travailler et sans incident. Vraiment, c'est la joie. Et comme d'habitude, en tant que représentant de l'État, c'est la bonne collaboration, il n'y a pas de problème. Je pense que je suis revenu chez moi. Je ne comptais pas rester très longtemps hors de la ville de Kidal. Je suis venu pour témoigner mon engagement pour les accords de Ouagadougou, témoigner mon engagement pour le Mali, témoigner aussi mon engagement pour une bonne réussite des élections transparentes et apaisées dans tout le Mali, notamment aussi dans la région de Kidal. Donc, je profite de votre micro pour lancer un appel à mes frères de la région de Kidal pour leur dire de venir retirer leurs cartes. Qu'ils ne votent pour personne, ils votent pour eux-mêmes. C'est un acte purement citoyen. Si aujourd'hui toutes les attentions sont orientées vers l'organisation de la fête électorale le 28 juillet 2013, les services techniques font un clin d'œil sur d'autres priorités. C'est de voir les populations déplacées et les réfugiés, faire le point de retour de ces populations. Ensuite, une des missions, c'est les activités d'urgence, celles qui sont venues, il faut les maintenir en place. Il faut les maintenir en place par des activités d'urgence, c'est-à-dire comme des activités pour pouvoir vivre. Ensuite, les maintenir, c'est-à-dire des activités de réinsertion. Il faut tout de suite faire une évaluation rapide de la situation sanitaire au niveau de la région. Après cette évaluation, en même temps, avant que les choses ne se précisent, il y a des activités urgentes où on doit mener. Voilà, les activités de vaccination, les activités de nutrition et les activités de lutte contre le ver de Guinée. Puis on sait que pendant l'année passée et cette année, il y a eu des cas de ver de Guinée qui ont été découverts à Kidal. Donc il faut vraiment intensifier la recherche de ver de Guinée. Selon le gouverneur de Kidal, le colonel Adama Kamisoko, dans un bref délai, tous les chefs de services techniques de Kidal regagneront leur poste dans la région. Voilà, donc tout se met en place à Kidal. Le candidat à l'élection présidentielle investi par la Convergence pour un nouveau pôle politique, CNPP, a tenu à Niolo un meeting pour expliquer ses stratégies de développement du Mali une fois élu président. Modibo Sidibé estime que les jeunes et les femmes sont les couches essentielles pour bâtir un Mali développé. De Ségou, le reportage de Brahima Koné. C'est un ancien Premier ministre souriant, non moins candidat à l'élection présidentielle, investi par la Convergence pour un nouveau pôle politique CNPP, qui est venu tenir un meeting au stade municipal de Niolo. Ce fut une activité politique décisive de la campagne électorale du CNPP qui aura permis à son candidat Modibo Sidibé de parler de son plan de développement à l'horizon 2030. Je voudrais vous assurer que notre engagement pour notre pays, c'est un engagement qui va au-delà de notre personne. Tout le monde sait, quand on parle du Mali de 2030, que ce n'est pas le Mali de 2030 de Modibo Sidibé aux commandes, c'est le Mali de 2030 des jeunes gens qui sont aux affaires à cette date, qui auront été préparés pour cela et qui vont trouver un État solide, qui vont trouver un système scolaire complètement rénové, un système d'enseignement supérieur capable de rivaliser avec les autres universités dans le monde. Ils vont trouver les infrastructures économiques utiles, de transport. Le Mali est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Et le Mali va être effectivement le cœur qui va pulser le sang dans le Mali et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les populations ont exprimé leur reconnaissance des bienfaits de l'initiative RI, une politique agricole nationale réussie pendant que le candidat de la CNPP était Premier ministre. Elles ont aussi salué l'expérience de Modibo Sidibé et son engagement à bâtir un Mali où il fera bon vivre. Si le peuple malien, notamment les couches vulnérables, avait été émerveillé par les génies de ces ministres de la Santé en 1992-1990, qui a conçu et réalisé la politique sanitaire du Mali avec la création des CESCOM, Centres de santé communautaire, son Excellence Modibo Sidibé n'avait pas fini de surprendre les Maliens lorsqu'il initia et réalisa avec succès les vastes programmes agricoles devenus célèbres aujourd'hui
sous le vocable initiative RI. Modibo Sidibé estime que les femmes et les jeunes sont essentiels dans le développement du pays. Sa stratégie pour faire participer davantage la couche juvénile à la construction nationale s'appelle 20 mesures. Ces 20 mesures sont en brochure et peuvent être consultées par l'ensemble des jeunes. Pour la première fois, nous abordons la question de la jeunesse de façon globale. La question éducative, la question médicale, sanitaire, la question de l'emploi, la question de l'éducation, la question spirituelle et morale. Et le tout dans ces 20 mesures que nous avons proposées. Et j'espère que cela permettra à notre jeunesse de jouer véritablement le rôle qui doit être la sienne dans notre développement. Parce que la jeunesse n'est pas une menace. La jeunesse est une vitalité. Elle est une richesse. C'est pour ça que je dis bien que 2 millions de jeunes, c'est 2 millions d'opportunités, de richesses et d'emploi. Le candidat de la Convergence pour un nouveau pôle politique, CNPP, et sa délégation ont effectué des visites de courtoisie chez les notabilités de Niono pour expliquer à celles-ci leurs idéaux. Et vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Konimba Sidibé du MODEC, Youssouf Sissé indépendant, Jamil Bitar de l'UMAM et Moussa Mara du parti Yelema. Ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes des candidats Draman Dambélé de l'ADEMA PSG et Alousseni Abba Maïga de Panafrique. Et puis le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mercredi 17 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, M. Soumaïla Sissé, URD. 10h, Sibiri Koumaré Sira. 10h30, Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad Di Modibo Diara, RPDM. Et 11h, Ahmed Sow, RTD. De même, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent, Modibo Sidibé Phare et Konimba Sidibé Modek, pour l'enregistrement de leur entretien de 10 minutes dans la matinée de demain, mercredi 17 juillet. Ils prendront donc contact avec la direction de l'ORTM ce soir même pour en connaître le lieu et l'heure. Lancement ce mardi de l'initiative citoyenne CRI 2002 pour un vote utile et une représentation utile. La cérémonie de lancement présidée par le gouverneur de Ségou a été marquée par la remise des kits d'information, une formation et la sensibilisation des autorités traditionnelles et autres leaders. Kandesila. Voter utile pour une représentation utile, c'est l'un des principes essentiels des élections futures au Mali. C'est du moins une conviction profonde du cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002. La cérémonie de remise de kits de sensibilisation destinée aux chefs de quartier, communicateurs traditionnels et autres leaders de Ségou s'inscrit dans le cadre de cette initiative citoyenne. L'élection, si de façon matérielle est limitée et ponctuée dans le temps, mais en réalité, ces élections ont leur prolongement dans les 5 années qui vont suivre l'après-élection. C'est pourquoi il faudrait savoir que en votant, vous prenez en ce moment la décision de choisir celui qui doit parler en votre nom pendant 5 ans. Le support de diffusion des messages, ce sont des affiches d'une 50aine d'images qui expliquent l'itinéraire d'enlèvement de la carte Nina jusqu'au processus à suivre avant et durant le jour du vote d'un bon citoyen. Le taux d'enlèvement des cartes Nina dans la région de Ségou est de l'ordre de 82%. Ce résultat, il faut le reconnaître, est dû en grande partie à l'implication effective des dites autorités traditionnelles, coutumières et religieuses. Aussi, les autorités sauraient compter sur l'implication des leaders communautaires pour la suite du processus électoral, mais aussi à porter haut le message d'un vote utile. Notons que l'initiative citoyenne pour les élections transparentes, crédibles et apaisées se situe dans le cadre des activités initiées par CRI 2002 en partenariat avec la direction du développement de la coopération suisse.
Dans le cadre de l'élection présidentielle en partenariat avec le ministère de la Communication, le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, l'ORTM, l'URTEL, la Maison de la Presse, le groupe et la CEP, le réseau des communicateurs traditionnels pour le développement Recoutrade, organise une campagne de sensibilisation sur le Dambé, cette qualité de l'homme d'honneur digne de son nom et pétri d'intégrité et de probité. Aussi, des débats seront organisés dans toutes les capitales régionales demain jeudi 18 juillet sous la présidence des gouverneurs de région, débats qui seront relayés par les radios de proximité des cercles. Le retrait de la carte Nina doit être une priorité pour tous les Maliens. C'est l'appel lancé par le secrétaire général du syndicat national des éleveurs. Aboubakar Ba est au micro de Mamouro Sidibé. Tous les éleveurs et marchands de bétail du Mali, de Kidal à Kaye, ils m'entendent tous, donc de demander d'aller retirer leur carte pour voter. Parce que c'est important de participer au vote, c'est important de participer à la stabilité du pays. Donc il faudrait que chacun aille retirer sa carte pour participer à l'opération de vote pour qu'il y ait plus de légitimité. Pour la relance même du Nord, l'économie repose sur l'élevage. Donc il faut bien que nous participons à ce vote-là pour que nous puissions participer aussi à notre développement. L'ambassadeur du Mali en Mauritanie informe les ressortissants maliens que la distribution des cartes Nina continue dans les localités et lieux suivants. À Nouakchott, école primaire Doukamadia en Médine 3, Nouadhibou, maison des jeunes à Nouadhibou, Kaidi, domicile de Papa Nyang, Selibabi, domicile de Mohamed Berbech, Diagili, domicile de Demba Traoré, Guérou, domicile de Abdul Fattah près du marché, Akifa au domicile Ismaïla Keita, responsable des Maliens, Tintan au domicile Bakari Koulibaly, à Alioune au domicile de Makan Kanouté, à Tambedra au domicile de Modibo Sissé et à Nema au domicile de Boubacar Diarra, responsable des Maliens. L'ONG Aprofem a lancé ce matin son projet de renforcement du leadership féminin pour améliorer la participation des femmes à l'élection. Le projet vise à renforcer les compétences des femmes pour un accès équitable et une participation de qualité au processus électoral. Il est financé à près de 30 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois par l'ONG internationale IFES. Le reportage de Moussa Fani. Pour la participation massive des femmes aux prochaines élections présidentielles et législatives, un nouveau projet vient de voir le jour. Il vise à accroître la candidature alternée des femmes aux échéances électorales. Ce projet est une opportunité inédite pour une plus grande implication de nous, les femmes, dans le processus électoral de 2013. Toute chose qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie nationale du département de la promotion de la femme. À travers ce projet financé à environ 30 millions de francs CFA, l'Aprofem et ses partenaires entendent rehausser l'implication des femmes au processus électoral au Mali. Il est indéniable que pour que le processus électoral, dans un contexte de crise, puisse réussir, il est indispensable qu'il soit inclusif, qu'il donne l'occasion à tous, notamment aux femmes, d'exprimer librement et de manière autonome leurs droits électoraux. Force de reconnaître que pour de multiples raisons, la participation massive des femmes à la prise de décision reste un grand défi pour la démocratie malienne. Les femmes ne sauraient se résigner au seul rôle de faire valoir et doivent jouer un rôle plus actif, être fortement représentées et impliquées dans les organes de gestion des élections et à toutes les étapes du processus. D'une durée de 6 mois, le projet de renforcement du leadership féminin pour l'amélioration de la participation et de la représentativité politique des femmes au Mali intervient en commune 5 du district de Bamako, à San et à Sikasso. Vous le savez, le président François Hollande est grand croix de l'Ordre national du Mali. Il a été décoré hier 15 juillet à l'ambassade du Mali à Paris par son homologue Dionkunda Traoré.
Un geste de reconnaissance envers la France pour son appui au Mali dans la crise qu'il traverse. Ce soir, vous pourrez suivre l'intégralité de cette cérémonie de décoration juste après le journal télévisé. Et juste après la cérémonie, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats. Koniba Sidibé du MODEC, Youssouf Sissé indépendant, Jamil Bitar de l'UMAM et Moussa Mara du parti Yelema. Des messages de campagne qui sont également suivis des entretiens de 10 minutes des candidats Draman Dambélé de l'ADEMA PSG et Aluseni Abamaïga de Panafrique. Le chef d'état-major de l'armée fédérale d'Allemagne a effectué ce mardi une visite de quelques heures à Bamako. Volker Vinka a successivement rencontré le chef d'état-major adjoint des armées du Mali, les formateurs de l'EUTM et le commandement de la MINUSMA. Naturellement, les entretiens ont porté sur les derniers développements de la situation sécuritaire au Mali, a précisé que les formateurs allemands font partie de la mission de formation de l'Union européenne. Mohamed Diarra. L'homme qui foule le sol malien est le 15e chef d'état-major de l'armée fédérale d'Allemagne. Volker Vicker arrive au Mali pour échanger avec le commandement de la MINUSMA et les formateurs de la mission de formation de l'Union européenne sur le dernier développement de la situation sécuritaire au Mali. À sa descente d'avion, le général allemand a eu un tête-à-tête avec le chef d'état-major général adjoint des armées du Mali. Si rien n'a filtré des échanges, on imagine que les deux hommes ont parlé de la coopération militaire entre le Mali et l'Allemagne. Cette coopération est jugée exemplaire au regard de l'appui que l'Allemagne n'a cessé d'accorder à notre pays ces dernières années. L'Allemagne a participé à la libération des régions du Nord sous occupation à travers un appui logistique. A signalé également que l'armée malienne bénéficie de l'expérience et de l'expertise des formateurs allemands dans le cadre de l'EUTM. L'officier de l'artillerie blindée de Wildeshausen et son staff a eu des entretiens à huis clos avec le formateur allemand basé à l'ACI 2000. Au QG de la MINUSMA, la presse n'était malheureusement pas sollicitée. Et le chef d'état-major général des armées allemandes était cet après-midi à Koulikoro pour rencontrer la mission européenne de formation. Volker Vinka a échangé avec les soldats allemands sur le fonctionnement de la mission et expliqué aux hommes les réformes en cours au sein de l'armée allemande. La correspondance de Seydou Traoré. Dans la formation des bataillons de l'armée malienne, l'Allemagne apporte un soutien considérable au sein de l'EUTM. C'est fort de cet appui que la centaine d'experts militaires allemands ont reçu la visite de leur chef d'état-major général des armées. Le général d'armée 4 étoiles est venu inspecter ces éléments et prendre connaissance du fonctionnement de cette mission européenne de formation des soldats maliens. Première étape, l'exposé sur le centre d'instruction Boubacar Sadassi, les chemins de la formation et le rôle que jouent les Allemands dans ce processus. À ce niveau, Jean Volker Vinka a su le travail de l'équipe médicale constituée presque des Allemands. La deuxième étape de la visite du général a concerné les éléments du groupement tactique interarmes numéro 2. Ici, Volker Vinka a échangé avec le commandement du GTA et réaffirmé le soutien de l'Allemagne. Le périple du chef d'état-major général des armées allemandes a pris fin par une rencontre avec des experts allemands. Jean Volker Vinka a expliqué aux hommes les réformes en cours au sein de leur armée, avant de demander aux hommes de porter haut le drapeau allemand dans cette mission européenne. Le visiteur a exprimé toute la fierté de son pays pour le travail mené par ces hommes. Le tout dans la satisfaction du chef d'état-major général adjoint des armées du Mali, colonel-major Adama Dambélé. C'est une mission qui témoigne de tout l'intérêt qu'un cadre de la hiérarchie militaire comme lui, chef d'état-major général des armées, accorde à l'évolution de la situation au Mali en termes de succès ou en termes de difficultés. Les 100 militaires allemands évoluent spécifiquement en soutien pour la santé, du niveau logistique et de l'entraînement des soldats du génie. Les échanges de cadeaux ont bouclé la visite du général allemand à Koulikoro. Il faut nécessairement une cohésion sociale entre les différents groupes du Mali. C'est ce qu'a déclaré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA en mission à Tombouctou. Les émissaires onusiens sont venus écouter et comprendre les problèmes auxquels sont confrontées les populations locales. Ils ont eu des rencontres avec les forces armées de sécurité et la société civile. ORTM Tombouctou, Adama Djimdi.
En se rendant à Tombouctou, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et chef de la MINUSMA est venu écouter les populations et les forces armées de sécurité. Objectif, apprécier et comprendre leurs problèmes liés à la sécurité, au développement et aux droits de l'homme. Pour mieux cerner ces différents paramètres, l'ONU a ouvert sur place un bureau qui est en contact permanent avec les citoyens. Le diplomate onusien était accompagné du général Abdou Gassa, commandant adjoint de la MINUSMA et de la représentante de l'UNICEF au Mali. Il y a des urgences directement, l'urgence d'aider, d'accompagner les élections. Il y a aussi la nécessité d'aider encore des problèmes sécuritaires qui sont là pour protéger les citoyens dans les différentes régions du pays. Par rapport au phénomène d'enfants soldats, l'UNICEF et le Mali sont dans la même logique de lutte. L'État a pris la problématique à bras le corps. Un protocole a été signé dernièrement avec le ministre des Affaires étrangères et le représentant spécial du secrétaire général. Et d'autres interventions avaient eu lieu auparavant. Je crois que c'est une problématique qu'il faut prendre vite au sérieux. Nous sommes en bonne voie pour mettre en place des procédures opératives très rapides avec la gendarmerie et tous les acteurs. Mais c'est un phénomène qu'il faut enrayer très vite. Aujourd'hui, le souci majeur de Tombouctou est celui de l'énergie. C'est pourquoi les émissaires de l'ONU se sont rendus à l'EDM pour toucher du doigt la gravité du problème. Ici, le courant est servi 5 heures sur 24, soit de 19h à 0h. La reconstruction est en marche à Gao. Le premier édifice réhabilité est l'hôtel de ville. Il a été mis sur pied grâce à la mairie et à ses partenaires à hauteur de près de 40 millions de francs CFA au grand bonheur des usagers. Depuis Gao, le reportage de Daouda Zoumana Traoré et d'Ibril Bagayoko. L'histoire retiendra que pendant l'occupation des groupes armés, la mairie de Gao a servi de tribunal et de prison pour les femmes dont elle est censée défendre la cause en temps de paix. Elle retiendra également que les derniers rebelles retranchés dans les locaux de cette même mairie ont été combattus par les forces maliennes et françaises. Principalement, la mairie a subi entre 12 jours 2 attaques de Mojaou et ils ont été chassés par les armées, les forces armées. Donc la mairie de Gao a subi les plus grands bombardements. La reconquête a permis de retrouver la liberté et d'entamer les activités de développement. La reprise progressive de l'administration publique et des collectivités est réelle. La mairie urbaine de Gao, située à quelques encablures du fleuve Niger, est le premier service réhabilité de la cité des Askia. Le deuxième bâtiment, on l'a reprise nous-mêmes avec 3 300 000, mais avec les recettes journalières qu'on arrivait à avoir, sur lesquelles flotte le drapeau malien. Maintenant, le grand bâtiment, l'entrepreneur l'a fait pour 35 millions, payable après finition. Maintenant, elle est finie, il reste qu'à payer. La mairie de Gao n'a pas attendu cette réhabilitation pour reprendre ses activités. Bien au contraire, en mai 2013, une cérémonie officielle était organisée pour annoncer le démarrage de ses services. Actuellement, la mairie a repris son écharpe avec l'établissement des pièces d'état civil et autres documents intéressant la population. Je suis venu récupérer l'acte de naissance de mes neveux. Ce sont des jumeaux, donc j'ai déposé les dossiers la semaine passée. Je suis venu chercher une procuration. J'ai déjà fini avec ça là. Et puis déjà, c'est terminé déjà. Il n'y a aucun problème pour là. Au niveau de la mairie, nous commençons par les actes de naissance. Plus précisément, par les enfants qui sont nés pendant l'occupation en 2012. Nous avions commencé avec ceux-ci. Après, ceux qui sont nés en 2013. La réhabilitation de la mairie de Gao est un pas très important dans le processus de reconstruction. Il reste maintenant à aider les collectivités en payant régulièrement ces taxes, sans lesquelles aucune réalisation n'est possible. Actualité hors de nos frontières, le président algérien Abdelaziz Bouteflika est rentré à Alger ce mardi 16 juillet après un séjour de quelques 80 jours en France, hospitalisé à Paris depuis la fin du mois d'avril. À la suite d'un accident vasculo-cérébral mineur, Abdelaziz Bouteflika a quitté l'aéroport du Bourget ce mardi en début d'après-midi en fauteuil roulant direction Alger.
En Égypte, après la destitution du président Morsi, rien ne va plus. Hier, lundi 15 juillet, dans la soirée, des accrochages ont opposé la police aux manifestants frères musulmans, place de la gare au Caire, alors que d'autres manifestations islamistes se déroulaient sur plusieurs avenues. Les heurts les plus meurtriers ont eu lieu dans le quartier de Gizeh. Le bilan est de 7 morts, plus de 250 blessés et 401 interpellations. Ce sont les premiers affrontements depuis une semaine au Caire. Des milliers de partisans de Mohamed Morsi étaient dans les rues quand des échauffourées ont éclaté dans le centre de la capitale égyptienne et dans le quartier de Gizeh. Ce face-à-face avec les forces de l'ordre a provoqué la mort de 7 manifestants et plus de 250 personnes ont été blessées. La police a usé de gaz lacrymogène pour débloquer des ponts, entraînant une réplique de jets de pierre. Ils veulent renverser la légalité et rétablir les militaires, mais cela ne se fera pas ou alors sur nos corps. Suite à ces violences, au moins 400 personnes ont été interpellées. Cela n'a pas découragé les partisans du président déchu Morsi, qui annoncent clairement qu'il ne compte pas s'arrêter tant qu'il n'est pas rétabli dans ses fonctions. Ce qui s'est passé hier, c'est à cause de l'armée qui joue avec les nerfs des gens. Ils ont envoyé un message pour dire qu'ils utiliseraient la force et qu'ils maîtriseraient les manifestants par la violence. En visite au Caire, le secrétaire d'État adjoint américain William Burns a appelé à l'apaisement et au dialogue. Les Égyptiens sont toujours dans l'attente de la composition du prochain gouvernement. À présent, l'essentiel de l'actualité dans le monde. Edward Snowden est toujours en Russie dans l'attente de choisir un pays d'accueil. La Grèce, de nouveau en proie à une grève. Et tout de suite, l'arrestation d'un baron de la drogue, Miguel Ángel Trevino, au Mexique. Des dizaines de policiers déployés autour de la voiture de Miguel Ángel Trevino. Une opération d'envergure pour arrêter le chef des Zetas, le cartel le plus violent du Mexique. Le baron de la drogue a été intercepté lundi au nord-est du pays, près de la frontière des États-Unis. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Eduardo Sanchez, aucun coup de feu n'a été tiré. Parmi les crimes sanglants dont Trevino aurait été le commanditaire, le massacre de 72 immigrants sud-américains en 2010 dans ce ranch mexicain. Gare fermée, transport en commun paralysé. La Grèce est de nouveau en grève mardi. Des manifestations à Athènes à l'appel des principaux syndicats du secteur public et privé. Au centre de leurs revendications relayées à la une de tous les journaux grecs, le rejet d'un projet de réduction et de redéploiement de la fonction publique voté au Parlement ce mercredi. Un projet exigé par l'Union européenne en contrepartie d'une aide financière. Après des jours d'hésitation, Edward Snowden a finalement demandé un asile provisoire à la Russie. L'ex-consultant du renseignement américain, toujours dans l'attente de rejoindre l'Amérique latine, est bloqué à l'aéroport de Moscou depuis 3 semaines. Lundi, le président russe Vladimir Poutine a accusé les États-Unis d'avoir coincé le fugitif dans son pays, tout en assurant que Snowden pourrait le quitter dès que possible. Fabrice Tour, l'ex-trader français face à la justice américaine. L'ancien courtier de la banque d'affaires Goldman Sachs comparé pour fraude à New York. Celui qui s'est donné pour surnom Fable Fabuleux est accusé d'avoir volontairement trompé ses clients européens lors de la vente d'un placement complexe en 2007. Le procès pourrait déboucher sur des pénalités financières. Verdict dans 3 semaines. Retour à l'actualité nationale. Le Conseil national du crédit du Mali a tenu sa première session au titre de l'exercice 2013 ce mardi à l'agence principale de la BCEAO à Bamako sous la présidence de Abdelkarim Konaté, ministre des Finances, son président statutaire. Au cours de cette session, le Conseil, après examen de la note sur les conditions débitrices de banque appliquées à la clientèle au Mali, a exhorté le système bancaire à mettre en place une stratégie visant à réduire le coût du crédit en vue d'assurer un financement adéquat de l'économie nationale. Le Conseil a invité les professionnels du secteur à maintenir en leur sein la dynamique de concertation observée jusqu'ici. Et enfin, le Conseil, après examen de l'évolution récente de la situation du secteur de la microfinance, a salué les actions en cours visant son assainissement.
Après le début du Ramadan, les prix des produits de première nécessité sont diversement appréciés par les consommateurs. Certains trouvent les produits chers, tandis que les opérateurs économiques pensent plutôt qu'il y en a pour toutes les bourses. Notre équipe de reportage conduite par Mahamadou Doumbia a fait le tour de quelques marchés pour en savoir plus. Suivant. Pour l'approvisionnement des marchés en denrées de première nécessité, le district de Bamako est assez fourni. Mais souvent, les prix d'une même marchandise sont assez variés et diversement appréciés par les consommateurs. Pour certains commerçants détaillants, le marché est fourni et les prix varient en fonction de la qualité des différentes céréales ou autres produits de haute consommation durant le Ramadan. Le gamiaka, ça dépend aussi de la qualité. Par exemple, le premier soir, on vend les 50 kilos à 18 000 jusqu'à 19 000. Et il y a des qualités aussi, les 50 kilos, on vend à 16 000 francs. En se rendant au marché, les grands importateurs sont formels. Tout est mis en œuvre afin que les produits soient à la portée de tous. Car au marché, il y en a pour toutes les bourses en fonction des qualités du produit. On a beaucoup de riz, on a du riz, beaucoup de variétés. On a une qualité qui s'appelle Excellence, on a d'autres qualités qui s'appellent Honorable. Il y a des prix de 15 000 francs, il y a des prix de 35 000. Il y a toutes les gammes. Pour le sucre a baissé. Concernant la température du marché, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali collabore étroitement avec les opérateurs économiques et le gouvernement pour rassurer les consommateurs. Aujourd'hui, la disponibilité est telle que il serait très difficile pour un opérateur économique de renchérir les prix. On ne constate pas pour le moment d'augmentation des prix, notamment pour les riz de grande consommation. Je ne dis pas les riz de luxe. Et personnellement, il m'arrive par curiosité de m'arrêter à Lampaninkoro pour demander le prix. C'est mon propre baromètre pour me rassurer que les services sur le terrain, les délégations régionales de la Chambre de commerce, les informations qu'ils m'envoient sont tout à fait conformes à ce que moi-même je constate. Il faut que l'État prenne des dispositions contre certains commerçants qui ne cherchent pas à réduire les prix et qui cherchent toujours à augmenter les prix. Le mois de Ramadan se poursuit lentement et petit à petit les consommateurs s'accommodent en fonction de leurs avoirs et de leur goût ou de leur digestion. Voilà, en tout cas la solidarité doit primer en ce mois de Ramadan. Les collectivités territoriales doivent être au cœur de la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Mali. Une journée destinée à obtenir leur implication effective s'est tenue ce mardi à Sikasso. Sékou Konaté. À l'origine de cette démarche qui vise à obtenir une implication effective des collectivités territoriales dans la réalisation de la couverture sanitaire universelle au Mali, les associations des municipalités du Mali, des collectivités CERC du Mali et Save Children. Elle veut apporter une réponse à l'épineux problème de l'accès des populations aux soins préventifs, curatifs, de réadaptation et de promotion de la santé dont elle a besoin. Nous avons comme partenaire privilégié les collectivités. Il y a l'État qui intervient à notre budget à concurrence de 65% et les collectivités à 35%. Et depuis notre implantation, la contribution financière des collectivités fait défaut. Ce problème doit être une priorité pour les collectivités. Si on fait une répartition globale de ces différentes populations, le régime d'assistance médicale et les mutuelles couvriront à peu près 83% des Maliens. L'état de mise en œuvre du RAMED, le cadre stratégique et conceptuel des systèmes de couverture maladie universelle du Mali ont donc été présentés aux participants pour mieux les édifier. Au moment où nous tenons cette rencontre, des milliers de personnes dans le monde sont en train de méditer sur leur sort à cause d'insuffisance ou de manque de ressources financières, de soins médicaux inappropriés. Cette implication devrait aider à assurer une accélération des actions politiques et stratégiques vers la réalisation de la couverture universelle déjà amorcée. Une démarche qui viendra donc alléger le fardeau des ménages en matière de prise en charge des questions de santé.
Et je vous rappelle que le président François Hollande est grand croix de l'Ordre national du Mali. Il a été décoré hier 15 juillet à l'ambassade du Mali à Paris par son homologue Dioncounda Traoré. Un geste de reconnaissance envers la France pour son appui au Mali dans la résolution de la crise qu'il traverse. Ce soir, nous vous proposons l'intégralité de la cérémonie de décoration juste après ce journal. Et après la cérémonie, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats. Koniba Sidibé du MODEC, Youssouf Sissé indépendant, Jamil Bitar de l'UMAM et Moussa Mara du parti Yelema. Et ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes des candidats Draman Dambélé de l'ADEMA PSG et Aluseni Abamaïga de Panafrique. Et par rapport au retrait des cartes Nina à l'extérieur du pays, le consul général du Mali en France informe la communauté malienne que la remise des cartes Nina sera centralisée à partir de demain, mercredi 17 juillet, et ce jusqu'au 27 juillet dans les points suivants. Ambassade du Mali, 689 rue du Cherche-Midi, 75 006 Paris, du 1er arrondissement au 17 arrondissement de Paris, le département des Hauts-de-Seine et les résidents dont les adresses n'ont pu être précisées. Consulat général 6 au 53 rue Hoche, 93 177 Bagnolet, le département de la Seine-Saint-Denis et les résidents des provinces qui n'ont pas pu retirer leurs cartes lors du passage des équipes de remise. Et enfin, ancien consulat général 664, rue Pelleport, 75 020 Paris, 18e, 19e et 20e arrondissement de Paris, les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-de-Marne et du Val d'Oise. Le retrait des cartes Nina s'effectuera de 10h à 20h tous les jours, y compris samedi et dimanche. Le consul général du Mali en France s'est compté sur la bonne compréhension de la communauté malienne. Parlons sport football en clôture de la 27e journée du championnat national de Ligue 1. Le Djoliba AC a été battu 3-2 par les 11 créateurs de Niarela. Cette défaite des Rouges rend difficile la tâche dans l'optique du deuxième ticket qualificatif à la Ligue des Champions la saison prochaine. Le résumé de la rencontre avec Siragatou Sissi. Les temps sont durs pour les Rouges. Battu en finale de la Coupe du Mali par le Stade Malien de Bamako, le Djoliba AC a encore laissé des plumes en championnat national face aux 11 créateurs de Niarela, victorieux 3-2 au terme d'un match à rebondissement. Cette défaite relègue le Djoliba, 3e 49 points, à 7 points de l'ASRL, 2e 56 points, à 3 journées de la fin de l'exercice 2012-2013. Les choses sont allées très vite dans ce match. Dès la 4e minute, Yacouba Niaré servi plein axe par Aliou Diarra, bat Cheikh Abdul Kadir Si. 1-0 pour 11 créateurs de Niarela. Le Djoliba a donc couru derrière l'égalisation sans succès en première période. À la 50e minute, les Rouges voient le bout du tunnel. Mamadou Sidibé, l'attaquant djolibiste le plus en vue, est là pour établir la parité. Ce but redonne confiance aux hommes de l'entraîneur Jonas Komla. Le défenseur central Djibril Digué marque suite à une bourde du gardien international junior Germain Berti. Les 11 créateurs remettent les pendules à l'heure à la 71e minute. Hamidou Sinayoko, entré en coup de jeu, d'un coup de tête, lobe intelligemment le portier Cheikh Abdel Kadir Si. Le match bascule dans la nervosité. Sekou Diarra des 11 créateurs, 78e minute, et Janvier Abouta du Djoliba à ses 79e minute sont expulsés pour des anti-jeux. Au moment où le partage des points se dessinait, Souleymane Dembélé des 11 créateurs de Niarela surprend la défense des Rouges pour le 3e but à la 81e minute. Les 11 créateurs 5e 43 points foncent à vive allure sur le COB 4e 45 points pour le deuxième ticket qualificatif accordé au Mali en Coupe de la Confédération. Et nous restons dans le monde du football malien, cette fois avec une triste nouvelle, le décès de Mori Goïta, ancien entraîneur du club, notamment du Djoliba et de l'USFAS, et plusieurs fois sélectionneur des sélections nationales, senior, espoir, junior et cadet. Mori Goïta vient de s'éteindre cet après-midi à son domicile à l'âge de 59 ans. Et cela après une longue et courageuse résistance au mal qu'il éprouvait depuis quelques années. Ses obsèques sont prévues demain
à 16h à son domicile à Banankabougou, pas loin de la route bitumée qui passe par la gendarmerie. Paix à son âme. C'est donc tout pour ce soir. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour demain, même heure, 10h-13h, Mohamed Touré. Merci de visiter notre site www.ortm.ml. Bonne soirée à tous.